Merci de nous rejoindre pour cette troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Patrick Rajaolina Tierno Amidou Baldé. Place à notre Zoom Société consacré aujourd'hui à ces logements qui se font toujours attendre au Kenya. Le logement social, un défi en effet pour le continent africain. La pénurie est importante alors que les besoins ne cessent de se multiplier. Au Kenya, par exemple, pas si simple de trouver un logement décent à un prix abordable. Même constat pour ce qui est de l'achat, une problématique pour des millions de personnes. Pour lever les obstacles, les autorités s'attaquent au crédit hypothécaire. Nelly, Claude et Bessa. Le secteur de l'immobilier kényan revêt une nouvelle formule relative aux prêts hypothécaires. En 2016, le marché hypothécaire du pays s'est contracté en volume à 24 085 contre 24 458 en 2015. Pour y remédier, le pays entreprend des hypothèques moins coûteuses pour augmenter la liquidité sur le marché. Moins de 10% de tous les crédits au logement prennent la forme d'hypothèques du secteur bancaire. La plus grande partie provient des sociétés d'épargne et de crédit et des coopératives de logement. À travers la Kenya Homes Refinance Company, la société de refinancement allouée aux prêts hypothécaires, le gouvernement espère fournir 500 000 logements abordables au Kenya d'ici 2022. Le pays va maintenant avoir un autre financement conjoint qui va nécessairement lui donner un levier pour aider les populations à acquérir du financement. Il faudrait que le Kenya arbitre de façon micro et macroéconomique l'alternative qu'il y a de ce nouveau financement à travers le prêt hypothécaire, parce que c'est un nouveau jeu financier dans l'activité économique, mais il faut faire gaffe que ça ne pèse pas beaucoup, parce que si ça pèse beaucoup, ça va tirer par le bas le secteur bancaire en cas de crise. Considéré comme une étape majeure dans la croissance de l'emprunt hypothécaire, la création de l'entreprise vise à stimuler la croissance du marché hypothécaire. Compte tenu du fait que 61% des ménages urbains kenyans vivent dans des bidonvilles, la venue d'une société de refinancement hypothécaire dans la recherche d'un logement abordable et décent apparaît comme une aubaine en matière de logement. Alors, les Kenyans vont certainement avoir maintenant accès à un habitat au prêt concessionnel. Ça veut dire les prêts acquis pour financer l'immobilier seront des prêts nationaux à des prix concessionnels, ce qui va donc diminuer les coûts d'acquisition des logements. Et ceci ne peut qu'aider le pays à booster l'aspect social et l'aspect acquisition du logement. La libéralisation du marché de l'immobilier résidentiel grâce au développement du marché du financement de l'habitation peut offrir au Kenya un large éventail de possibilités de revenus dans le secteur de la construction et de ses métiers connexes. Alors, la problématique du logement dépasse bien entendu le cas du Kenya et concerne véritablement l'ensemble du continent. Est-ce que le continent africain s'est finalement laissé surprendre par l'urbanisation rapide ? Ça, c'est un vrai sujet parce que le continent africain s'est laissé surprendre, je pense, par la désertification rurale. Il s'est laissé surprendre par le fait qu'il n'a rien fait ou très peu de choses pour occuper les populations agraires. On disait tout à l'heure, en Guinée, il y a 70% de paysans. Chez nous, à Madagascar, 80%. Les gens commencent à affluer vers la ville. Tout à l'heure, je parlais avec quelqu'un par rapport aux embouteillages. Tananarive, qui est la capitale de Madagascar, a été formaté pour à peu près 500 000 personnes. Aujourd'hui, nous sommes 2 400 000 à Tananarive. Donc, ça pose de vrais problèmes d'habitat, de circulation. Et puis, pendant que les gens habitent très loin de leur lieu de travail, lorsqu'ils ont un travail, ça pose de vrais problèmes sociaux. Donc, je pense que pour répondre à votre question sur la surprise des dirigeants, non, parce que je me souviens, il y a 40 ans déjà, j'ai fait des voyages d'études en Algérie, il y avait déjà ce problème de logements sociaux. Aujourd'hui, en Algérie, il y a encore ce problème de logements sociaux. Donc c'est encore une fois, on est sur une échelle continentale, africaine, et j'imagine qu'un grand marché africain qui permettrait de faire baisser les coûts de construction, de faire baisser le loyer de l'argent, permettrait justement de pouvoir héberger un tout petit peu plus de personnes, même si, de mon point de vue, je pense que c'est
l'agriculture qui doit prendre le pas sur tout cela. L'agriculture pour employer des gens naturellement sur leur terroir, mais surtout l'agriculture pour nourrir les gens. On parlait tout à l'heure de l'importation de brisures de riz de Thaïlande. C'est quelque chose de complètement inqualifiable sur un continent comme le nôtre qui produit du riz de bonne qualité par ailleurs. Alors, vous évoquez justement la construction. Peu d'entreprises du continent, en tout cas du BTP en Afrique, sont capables d'absorber un carnet de commandes important, de milliers, voire même de millions de logements sociaux. Non, est-ce qu'il y a véritablement même des investissements pour des logements sociaux? En tout cas, peut-être dans certains pays, par exemple comme la Guinée, l'État n'investit pas dans des logements sociaux. L'État plutôt a favorisé la construction des hôtels et la construction notamment des logements pour des riches qui sont, bon, comme ils sont riches, donc ils ont accès ou ils ont la facilité de payer le logement. Donc du coup, là, l'État accorde notamment à certaines entreprises d'aller construire sur certains domaines, peut-être même des citoyens qu'on essaye de donner quelques revenus pour qu'ils quittent les domaines, on les donne notamment à ces constructeurs d'hôtels. Mais en termes véritablement de politique publique de logement, par exemple en Guinée, il n'y en a pas. Et moi, je salue cette initiative aujourd'hui au niveau du Kenya, qui favoriserait aujourd'hui beaucoup de choses, notamment aux entreprises qui aimeraient se lancer dans un secteur à risque. Et parce qu'un logement social vise notamment à donner la chance à des revenus très modestes d'avoir un logement, un toit quand même qui est abordable, un toit qui respecte un peu la dignité humaine. Ce n'est pas évident si le pays notamment n'arrive pas à mobiliser des ressources internes, si un pays est notamment dans une instabilité politique comme la Guinée, où même ceux qui tirent, notamment ceux qui sont ont par exemple la culpabilité pour ce qui est des crimes contre l'humanité, ils sont au gouvernement. Et ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet qui a été posé, c'est est-ce que les entreprises africaines peuvent absorber la demande en Afrique? C'est une vraie question, parce que qui voit-on arriver? Naturellement, des grandes sociétés occidentales, mais aussi les sociétés turques, des sociétés chinoises, des gens qui sont capables, qui depuis plusieurs années se sont équipés pour justement faire des logements sociaux à bas coût, parce que je crois que ces logements sont à bas coût et qui sont un petit peu comme les HLM en France il y a 50 ans. On sortait du bidonville. Là, 61% des Kenyans vivent en bidonville. Voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a une cinquantaine d'années, à Nanterre, justement il y a 50 ans, à Nanterre, en 68, il y avait des bidonvilles partout qui jonchaient la Défense. Donc il y a comme vous le dites, effectivement, il faut une politique publique de logements sociaux ou de logements, y compris mixtes, avec des gens qui peuvent avoir accès facilement à des logements, mais aussi des gens modestes. Mais je crois que derrière, et la question que vous posez est très importante, en termes de croissance économique, est-ce que des entreprises africaines, en dehors des égyptiennes peut-être, peuvent... Et quelques marocaines aussi. Et marocaines, bien sûr, excusez-moi, j'ai oublié mes frères marocains, que très peu de pays peuvent offrir un savoir-faire pour construire des milliers, des millions de logements, comme vous dites, parce que c'est des millions de logements. Alors moi, ce que je voulais faire savoir, c'est surtout, notamment, la stabilité politique et la justice. C'est-à-dire que mais là, à ce moment-là, on se lance sur tous les, débats philosophiques. Ce que vous allez comprendre, notamment, c'est des facteurs qui favorisent la promotion du secteur privé. C'est-à-dire que si, dans un pays, la justice ne fonctionne pas bien, c'est-à-dire que les gens ou les entreprises ne peuvent pas venir investir. Et le cas aujourd'hui de l'accompagnement qui se passe au niveau du Kenya, c'est une excellente chose. Si l'État donne des garanties, notamment en termes de financement, en termes de garanties ou de sécurité pour les entreprises ou pour certaines banques qui veulent prêter de l'argent aux entreprises qui veulent construire, c'est une excellente chose. Mais ça, il faut de la stabilité politique et il faut qu'il y ait une justice qui est là pour protéger tout le monde, c'est-à-dire les plus faibles, notamment les entreprises. Dans certains pays comme la Guinée, il n'y a pas de justice. Et vous avez vu, par exemple, le dernier classement du financement en Afrique. La Guinée, par exemple, est un pays où c'est l'un parmi les 10 pays où il ne faut pas investir. Donc comment voulez-vous que des entreprises viennent prendre des risques et construire surtout encore des logements sociaux
à des personnes peut-être qui n'ont pas même véritablement de revenus pour payer un logement. Donc c'est extrêmement très difficile. Oui, mais on ne peut pas être afro-pessimiste sur tous les sujets, sur le sujet des droits de l'homme, comme vous avez évoqué. La question n'est pas d'être... Moi, je pose une question beaucoup plus claire, c'est par rapport effectivement à la stabilité politique qui est complètement nécessaire pour faire fonctionner un État. Stabilité politique, ça veut dire que chacun puisse participer démocratiquement à toutes les consultations politiques. La stabilité, c'est très important. Mais aussi, il y a le dynamisme, l'engouement. Nous, on le voit, par exemple, à Madagascar, sur un certain nombre de secteurs, et notamment le secteur digital qui est en pleine expansion. On voit des jeunes créer leur entreprise. On voit également un tout petit peu plus haut des call centers arriver de l'île Maurice, du Maroc, parce que notre population à Madagascar est bien éduquée, elle est francophone et elle offre un très bon service. Donc nous prenons un certain nombre de call centers. Pourquoi? Parce que nous avons développé toute cette filière digitale à Madagascar. On est en train de la développer. Donc je pense que l'afro-pessimisme n'est pas une bonne chose. Il y a des gens qui fonctionnent, quelles que soient les phases chaotiques dans certains pays. Nous avons vécu depuis de très très nombreuses années à Madagascar des crises politiques, donc économiques et sociales, tous les 10 ans, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est la stabilité qui doit présider à l'avenir de Madagascar, quel que soit son avenir d'ailleurs. Mais cette stabilité qui va justement permettre la jugulation de cette corruption, de cette justice inefficace et autre chose. Alors, peut-être Madagascar est relativement stable, en tout cas démocratiquement, politiquement, oui. Mais alors, sur cette question du logement social, comment ça avance à Madagascar ? Parce que quand même, il y a une véritable extension des bidonvilles quand même. C'est la pauvreté qui augmente et qui a été jugulée. Nous avions 92% de la population qui vivait en dessous du seuil de pauvreté il y a 4 ans. Et depuis que le président Eratzonar Mampian est arrivé au pouvoir, nous sommes à 70% de la population malgache qui vit en dessous du seuil de pauvreté. C'est beaucoup, même si ça s'améliore. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le logement social doit aller de pair avec le développement économique. Il se trouve que les bailleurs de fonds internationaux mettent beaucoup de temps à honorer leurs paroles, jusque et y compris des paroles écrites. Donc ça pose un vrai problème dans le développement économique et donc dans la stabilité politique de pays comme Madagascar. Si chacun honorait sa parole, je parle des bailleurs de fonds internationaux notamment, même dans l'aide bilatérale, les choses ne sont pas claires. Si chacun prenait part justement à cette coopération internationale, puisque les gens veulent aider Madagascar, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi une volonté politique, en tout cas sur cette question? De la part de qui? De la part du gouvernement malgache, par exemple. Est-ce que cette question du logement social figure véritablement dans les chantiers prioritaires du gouvernement? Ça fait partie des chantiers du gouvernement, mais le développement général du pays en matière agricole, j'ai parlé du développement numérique, d'un certain nombre de choses qui créent des véritables valeurs, qui créent des richesses, vont permettre justement c'est la création de ces logements sociaux qui ont un coût. Et aujourd'hui, un budget comme le budget de la République de Madagascar est assez exsangue et fait face principalement à ces vraies priorités en termes d'investissement, mais aussi en termes de fonctionnement, y compris de la fonction publique. Un dernier mot, Tierno. Alors, donc, du coup, véritablement, sur cette question aujourd'hui de l'Afrique et de ses problèmes, encore une fois, il y a la question de la responsabilité. Et très malheureusement, les gouvernants écartent cette question et ils sont plutôt dans la facilité des politiques publiques que dans une véritable vision et dans une globalisation des problèmes de l'Afrique. Et comme vous le voyez, c'est-à-dire qu'ils agissent sur un secteur et ils ne savent pas que tous les secteurs sont interdépendants. Hein. Donc, dans un pays où on cherche notamment, où on ne lutte pas contre la pauvreté, on essaie d'investir sur des facilités politiques pour mettre les gens dans le calme, pour ne pas qu'ils revendiquent. On a ces problèmes-là. Et en Guinée, par exemple, dans l'alternance, ce qu'il faudrait faire, c'est de réformer la justice, lutter véritablement contre la corruption pour que les investisseurs étrangers puissent notamment avoir confiance
à l'État et sa vision, et qu'on fait la promotion notamment du secteur privé guinéen, où il y a des opérateurs économiques qui sont capables, qui, si l'État a une politique et une façon notamment de les accompagner, ils peuvent investir, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine notamment, que ce soit dans les infrastructures. Il y en a des possibilités, notamment les partenariats publics et privés. C'est quelque chose qu'il faut promouvoir en Afrique. C'est une source de financement qui permettra aux États notamment de ne pas utiliser leurs propres ressources internes, mais d'avoir des facilités de financement de leurs politiques publiques. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Thierno Hamidou Baldé, je rappelle que vous êtes membre de la cellule de communication de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Patrick Radjaolina, merci beaucoup tout d'abord. Vous avez écorché mon nom à chaque fois. Je suis désolée, pardonnez-moi. Patrick Radjaolina, vous êtes conseiller diplomatique et par ailleurs proche du président de la République à Madagascar. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis à lundi, même heure. Très bonne soirée.